Alors là, le cocooning, c'est une extension psychologique de la réalité virtuelle. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire s'environner complètement, être complètement entouré des objets de création humaine, fabrication humaine. Et le cocooning est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'envers de l'automobile. L'automobile a été la première forme de cocooning, où on s'enferme dans un univers qui est à soi entièrement, complètement contrôlé, séparé du monde, à un certain niveau au-dessus du sol. On est bercé, on a des sièges de cuir, on a une odeur familière, on peut écouter la radio, on est complètement isolé du monde et on s'appartient à soi-même. Et c'est une forme, ça a toujours été une forme de cocooning. Les Français peut-être pas, mais les Américains étaient censés aimer les traffic jams, les embouteillages, parce que ça leur permettait de rester plus longtemps dans leur voiture et être privés, ni au bureau, ni dans la famille, où ils sont toujours sollicités, ou au bureau, ils ont toujours des trucs à faire. Dans la voiture, on était chez soi. C'est pour ça que la plupart des voitures américaines sont grandes, lourdes, et ne contiennent qu'une seule personne. Maintenant, il y a du pooling, il y a de plus en plus de gens qui prennent la voiture ensemble, mais sinon, l'Américain cherchait à être seul. Il quittait sa maison, il quittait son bureau, il était dans sa bagnole, et c'est du cocooning. Le cocooning actuel a été une invention intelligente de Faith Popcorn, qui avait à sa disposition toute une équipe de gens qui étudiaient les tendances, et qui s'est dit qu'avec l'espèce de frilosité de l'investissement américain, les gens, et surtout le fait que le crédit venait à s'épuiser, le fait aussi que finalement le marché n'était pas ouvert à beaucoup d'investissements, de venture capital et tout ça, les gens se retireraient dans un univers très confortable et ils se planqueraient aussi. Elle a un peu elle a surinterprété, à mon avis, la réalité économique de son temps. Et au fond, je ne suis pas absolument sûr que la cocooning a duré très longtemps. Je pense que maintenant, ce qui va se passer, c'est plutôt les réseaux et la réalité virtuelle online, qui est une forme d'extériorisation, qui est une forme de voyage sur réseau, voyage sur les lignes. Alors je crois que c'est ça, on va vers ça, beaucoup plus que le cocooning. Le cyberspace va mettre en circuit virtuel tous les pays de la planète. Et il ne faut pas oublier, de toute façon, que c'est seulement le 20% du globe qui, en théorie, peut se permettre d'acheter tout ce qu'il lui faut pour se sentir branché. Oui, c'est un problème qui est sérieux et qui effectivement mérite une réponse tout à fait précise. Ça fait longtemps qu'on nous sort ça et qu'il y aura une différence radicale entre les info-rich et les info-poor. Et c'est vrai que si les Américains et les gouvernements centralisés avec les grandes entreprises obtiennent gain de cause, il y a des chances que nous arrivions à une espèce de globe de verre pour moins de 20% de la population, où toute l'énergie, toute la lumière, toute la technologie, tout le bonheur se trouvera, et derrière il y aura les sauvages au-delà du globe de verre. C'est pas une vie. Mais enfin, c'est un des cauchemars de la science-fiction que l'attitude actuelle des entreprises et des gouvernements qui n'ont pas une responsabilité sociale nous promettent. La réalité économique des faits est différente. Elle fait du tiers-monde non plus une option, mais une nécessité. Plus il y a de gens qui utilisent, dans une économie de l'abondance, qui est celle de l'information, cette information, plus il est sûr qu'il y aura de la circulation d'informations et aussi de l'économie, de l'argent, tout ce qui contribue à la fabrication de cette information, de son utilisation, de sa distribution, toutes ces choses-là. L'avenir de l'électronique est d'être comme le papier journal, en étant beaucoup moins dangereuse pour l'environnement, parce que plus on emploie de papier journal, plus on crée des problèmes de l'environnement. Mais l'avenir électronique, c'est de coûter pas plus cher que le support papier journal pour une masse incommensurable d'informations pour une seule personne. Imaginez qu'on écrive le journal que pour une seule personne à la fois, ce serait démentiellement trop cher. Le support électronique, bon, pour l'instant, on paye encore assez cher ces trucs-là, mais au fond, je paye aujourd'hui, dans les dollars d'aujourd'hui qui valent seulement la moitié de leur valeur d'il y a 10 ans, un dixième de ce que je payais pour le même service électronique il y a 10 ans. C'est comme la taille. Je porte aujourd'hui ce qu'il aurait fallu que je prenne une bagnole pour retrouver il y a 10 ans.
Alors, la taille des objets, la performance des objets, le prix des objets, tout ça augmente ou réduit proportionnellement pour favoriser le plus grand nombre de gens possible. Pareil pour les réseaux. L'accès au réseau augmente, les prix, sauf en France, descendent, le coût des modems, la taille et le coût des modems pour communiquer avec ces réseaux diminue. C'est ça, c'est là qu'on va. C'est pas du tout dans une économie d'élitisme où on séparera les riches des pauvres, à moins que certaines compagnies qui sont excessivement, qui ont des vues excessivement courtes, réussissent à l'emporter, mais ça m'étonnerait. Y a-t-il le risque quand même de créer une hiérarchie, c'est-à-dire déjà le Minitel ou déjà l'Internet, en fait, il y a des endroits où des gens ne peuvent pas rentrer, des endroits qui sont élitaires en certain sens. Non, 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 il y a des pays qui font obstacle. C'est très inquiétant. C'est bête surtout. La France aujourd'hui a une option unique. Les États-Unis se sont désintéressés de l'Internet, ou font mine de se désintéresser de l'Internet. C'est le moment ou jamais pour des pays européens de prendre option, même si c'est de l'anglais, et même si c'est un système qui est basé aux États-Unis, de prendre une option de contrôle par participation aux frais d'entretien et de distribution de ces produits au maximum de Français, comme aux Suisses, comme aux Allemands, comme tous les pays de la communauté européenne, comme au Japon, comme au Taïwan. Tous les pays du monde devraient avoir leur part de frais de responsabilité comme un impôt global pour faciliter et garder le contrôle de tous ces points d'accès qui vont devenir fondamentaux dans notre cerveau collectif. Sinon, ce cerveau sera américain. Et nous, on sera l'hypothalame, l'anus rebeus. On sera des parties de ce cerveau, mais ce qui se décide, ce qui se pense, ce qui se dit, ce qui se fait, ce sera américain. C'est pas le goût, hein. C'est une chose inévitable aussi en pensant au fait que, par exemple, la compagnie aérienne suisse, le Swissair, donne à faire la comptabilité de ces budgets à l'équipe indienne grâce au réseau. C'est très bien, c'est merveilleux ça. Ouais. Non mais ça c'est fantastique, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est pas bon, il y a un problème de nationalité évidemment. Tout le travail, tout le trafic, il y a toute une histoire avec les droits de travail. Après, c'est marrant de penser qu'aujourd'hui, il faut un permis de travail pour travailler en Suisse ou au Canada ou en France. Qu'est permis de travail quand on le fait de Bombay? Et pourtant on est payé, et pourtant on fait un travail et on le fait d'une manière qui est complètement comme si on était sur les lieux. Les télé-immigrants, maintenant, il y en a des paquets. Hein. C'est toute une autre affaire. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner comme ça, dire tout de suite, oh, le tiers-monde c'est foutu. C'est pas du tout foutu. Au contraire. Comment se dit qu'à Bombay, est-ce qu'on savait qu'à Bombay, il y aurait tellement de programmeurs géniaux? Qu'est-ce qui était dans l'esprit indien qui nous permettent de trouver un tas de programmeurs? Ben, ils sont là. C'est fabuleux. C'est pour ça que moi je ne crois pas que le tiers-monde est. Je ne crois pas, ça fait partie des choses arrivent, les vagues passent, les cultures changent, les technologies vont choisir leur propre talent dans des parties complètement insoupçonnées du monde. Christian, les jeunes, nous jeunes, en fait, on attend beaucoup de ces nouvelles technologies. Elles représentent presque une nouvelle idéologie, si on veut. Et est-ce que la communication tous, dont parle Pierre Lévy, peut aider le monde encore divisé politiquement, socialement et économiquement? On a parlé. C'est beaucoup ça. Je veux dire, c'est beaucoup d'une fois. Que les jeunes veuillent comprendre davantage le monde dans lequel ils sont, c'est normal et c'est une bonne chose, effectivement. Et en plus, ce sont les seuls qui sont capables de l'interpréter. Aujourd'hui, l'évolution n'est plus purement pédagogique ou, comment dirais-je, culturelle classique, elle est biologique. L'évolution est biologique. Ce sont des systèmes nerveux frais qui peuvent interpréter la réalité. Les anciens proposent une réalité qui continue et qui est encore partagée par beaucoup de monde. Et ils forment une forme de mémoire, si on veut dire, et ils établissent la continuité entre le passé et le présent. Et ceux qui peuvent véritablement interpréter le changement et dire comment les choses se passent, ce sont des jeunes. Pas parce qu'ils ont la bonne volonté, mais parce que simplement ils ne sont pas formés à des trucs déjà dépassés.
Alors c'est normal pour eux, d'une certaine manière, de vouloir réinterpréter le monde à travers ces nouvelles manifestations. De là à faire, comment dirais-je, une prophétie sur la réussite de ce monde, avec l'élimination des guerres et des... Moi, je ne ferai pas ces prophéties-là. Ce que je dirais plutôt, c'est que les formes de comportement sociaux, influencés par les nouvelles technologies, ont en elles cette possibilité de revoir la réalité pour l'organiser d'une manière dans laquelle la sensibilité individuelle aurait partie prenante à la sensibilité collective, dans laquelle moi-même, je pourrais, d'ailleurs c'est le cas, souffrir d'une crise qui n'aurait rien à voir avec ma famille, ni avec ma vie personnelle. Le spectacle de Grozny me navre, me cause de la peine. Le spectacle de la Bosnie me cause de la peine. Cette peine-là se multiplie. De plus en plus de gens ne peuvent supporter ça, et ne peuvent supporter que l'on ne puisse rien faire à ce sujet. Or, on sait très bien que l'intervention militaire, pour empêcher ça, n'a aucune chance de succès, puisqu'on a déjà fait ça et que ça a raté. On ne veut plus. En plus, nos jeux diplomatiques ne fonctionnent pas très bien. Mais quelque chose dans les communications, dans la coprésence et l'accélération à un certain niveau, à une certaine vitesse de comportement social que seuls les jeunes peuvent porter, ce n'est pas les vieux qui peuvent le faire, ils ne peuvent pas et puis c'est marre, c'est pas la peine de prétendre, seuls les jeunes peuvent accéder à certaines vitesses de comportement social qui pourraient, elles, être internationales, et à ce moment-là commencer à dire les jeunes Serbes, les jeunes Bosniaques, les jeunes Français. On veut continuer ça. On veut continuer à semer les mines de fabrication italienne et française en Angola et en Kurdistan. On veut continuer à être responsable. On veut continuer à investir dans des compagnies où une partie de l'investissement va à un équipement militaire qui va couper les jambes de gens qui passent sur des mines. C'est ça qui peut changer. On veut continuer à être partie de ça. On veut continuer une bourse internationale dans laquelle 22% des économies nationales brutes sont du militaire. C'est ça qui peut changer. Mais c'est pas fait, hein. Alors, vous écrivez dans La civilisation vidéo-chrétienne, votre livre, la télévision traite l'information pour vous, pour nous. Qu'est-ce qui se passe-t-il en fait avec les nouvelles technologies? Quelle est la différence entre... Bon, alors ça c'est une question importante, c'est la question à 100 francs. Elle a vraiment énormément d'implications. Elle a d'implications sur l'histoire des technologies. Un petit rappel rapide de cette histoire. Invention du livre, formation du moi individuel, formation de la conscience privée, intériorisation du savoir, de la connaissance et de la conscience derrière le visage, derrière les yeux, entre les deux oreilles, dans ce qu'on croit être le cerveau. Dont on sait être le cerveau, mais qu'on croit que c'est là que ça se passe. Phénomène nouveau, que cette séparation entre un moi subjectif et un monde extérieur. Le monde devient neutre, et le moi devient vivant et rempli de présence. On invente le télégraphe, la radio, le téléphone. L'espace jadis neutre se remplit d'ondes actives dans lesquelles l'intelligence se diffuse à l'extérieur des cerveaux, sur de très grandes distances, et l'air semble se repeupler d'une présence. On invente la télévision, et la télévision, cet espace est représenté. L'imaginaire, la conscience, l'image, le lieu de la conscience devient l'écran, et se substitue pendant le temps de vision et redouble le temps de réflexion. Quand on ne regarde pas la télévision est encore là, toujours présente pour nous donner la conscience du monde. Et on a deux consciences, une conscience collective, publique, à l'extérieur de soi, et on a la conscience de soi qui est celle du lecteur, la conscience du sujet, qui je suis, où je suis, comment je suis, que vais-je devenir, d'où viens-je. La télévision nous donne un sens public, mais un sens unique. Un public dans lequel on n'a pas de voix au chapitre. L'ordinateur nous ramène le livre. L'ordinateur nous ramène le livre et nous donne le livre sous forme électronique dans l'interaction. On reconquiert notre pouvoir sur le lieu de la conscience, l'écran. On peut désormais le manipuler à travers le clavier de l'ordinateur, la souris, le regard, toutes les interfaces. Et puis il y a toute une histoire de l'interface des ordinateurs.
Et cette négociation avec l'ordinateur renforce l'intervention individuelle. Banque globale, elle n'est pas collective. L'ordinateur n'est pas collectif. Seulement les ordinateurs se mettent en réseau, et subitement une conscience collective du même genre, mais beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile que la conscience collective de la télévision et de la radio, se met dans l'espace vivant maintenant, en face d'un acteur individuel, sujet, parfaitement protégé dans sa réalité, et l'échange entre la conscience collective en temps réel de 20 millions de coprocesseurs qui sont sur Internet aujourd'hui, et l'individu qui est derrière son ordinateur, fait qu'il y a un dialogue et une synergie entre les deux qui n'élimine ni l'un ni l'autre. Donc le sujet n'est pas éliminé, sa marque est là, elle est là en temps réel, puisque quand je réponds à mon email et qu'on m'envoie un email, je suis en temps réel. En temps réel, ça apparaît dans cette vaste conscience globale. En même temps, mes entrées dans cette vaste conscience globale, en temps réel, viennent me parler. Et en même temps, tout ce que je dis reste archivé. Donc ce n'est pas comme la parole qui disparaît, c'est comme l'écriture qui reste. Mais ce n'est pas comme l'écriture qui est hors du temps, c'est l'écriture qui est aussi dans le temps. C'est donc une sorte de pensée dans laquelle je partage avec ma pensée la réalité en temps réel du monde. C'est fabuleux. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais connu ça. On ne sait même pas quelles sont les conséquences de ça. On est en plein dedans. Toute nouveauté crée des peurs. La communication par réseau peut représenter un simulacre de la réalité. La vie virtuelle nous fera oublier ce que jusqu'à présent était pour nous le monde du réel. On ne l'a jamais connu de toute façon, alors ça ne va pas nous changer beaucoup. Je veux dire, la réalité, c'est la chose qu'on connaît le moins, et c'est la chose qu'on fantasme le plus. C'est toujours un consensus, c'est toujours un accord. Tout le monde est d'accord à peu près. C'est un accord qui est partagé avec nos instruments. Notre réalité est celle du livre encore, et nous voyons un espace... D'ailleurs, c'est marrant, la réalité virtuelle est la première technologie qui nous fait déjà regretter l'autre réalité. Avant, on ne savait même pas qu'elle était là. Mais on regarde toujours ce qui disparaît. Peut-être il faudrait une définition de multimédia pour introduire la chose, parce que je vois que... Bon, le multimédia, ça a toujours été un problème de définition, parce que, en réalité, dans le vocabulaire artistique, le multimédia, ça veut dire qu'une œuvre n'utilise pas seulement un seul support comme la toile et la peinture, mais aura un aspect sculptural, peut être en installation, elle pourrait avoir une photo à l'intérieur de la peinture. C'est ça que ça voulait dire, le multimédia, avant. Et alors, le marché s'est emparé de ça pour dire qu'on rassemblait plusieurs médias en un seul. On s'est trompé dès le départ. On aurait dû appeler ça hypermédia, parce que hypermédia voulait dire au départ que toutes les entrées arrivaient au même écran, à la même surface. Alors on pouvait traiter avec cet écran-là images, textes, vidéos, sons, tout ça passait par la même boîte. On a appelé ça multimédia. Au fond, le multimédia n'a véritablement de signification que lorsqu'il est en ligne. Un CD-ROM, c'est un CD-ROM de multimédia, c'est un CD-ROM de plus, c'est un disque de plus, une bande de plus, c'est un bouquin de plus, c'est un produit de consommation isolé qui, c'est pas ça qui va casser la baraque, qui va changer le monde. Par contre, le multimédia online, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire que non seulement la mémoire collective qui est ambiante, qui est autour de nous et avec laquelle on peut interagir, est là, comme ça, sous forme de pensée accessible à laquelle on peut participer, mais c'est une pensée qui est riche de sensorialité. Elle n'est pas simplement désincarnée, conceptuelle, le texte. Elle a maintenant des images, elle a maintenant des sons, elle a maintenant une toucher aussi, parce que le multimédia inclut aussi l'expérience tactile. Donc c'est cet immense imaginaire global qui se refait à chaque moment et pour chaque individu. Cet immense imaginaire global est maintenant désormais accessible à l'individu par le multimédia, et puis le multimédia va cesser de s'augmenter dans ce domaine. Il changera probablement de nom parce qu'il n'est pas très intéressant ce nom-là, mais enfin, pour ce qu'on comprend par le multimédia, c'est là que ça va. Aussi le fait d'appeler l'ère de la communication, on pourrait l'appeler l'hyper-société, ce que ça va devenir, plutôt que... Je veux dire que les noms, ça m'a toujours intéressé cette affaire-là, parce que pendant très longtemps, on était tellement paumés qu'on a appelé l'ère actuelle le postmodernisme. Il fallait vraiment être bouché pour appeler ça comme ça, mais enfin bon, les populations sont comme ça, on ne peut pas leur demander plus.
Le postmodernisme, c'était une articulation d'une réalité incommensurable, inacceptable, invisible, insensible pour beaucoup de gens, tellement elle était énorme, c'est vraiment le nez sur la montagne. Le postmodernisme a été inventé pour dire que ce n'est pas le modernisme. Il fallait vraiment... Bon, ça a entraîné quand même des conséquences amusantes, par exemple, de se foutre de la technologie, de la remettre en question, de se moquer des matériaux en tant qu'eux-mêmes. Arrivé aux easy matériaux, Lyotard est un des grands génies du postmodernisme. On a sorti des trucs merveilleux en postmodernisme, et l'architecture a beaucoup bénéficié de cette espèce de multiplication des formes en utilisant toutes les formes du passé, en essayant de rassembler tout le passé dans le présent. Enfin, c'était marrant quand même. Et en architecture, il y a eu beaucoup d'humour. Mais sur le plan de la dénomination d'une époque, c'était vraiment nul. Ça nous aidait en rien. On n'apprenait absolument rien à dire quand on était sorti du modernisme. Parce qu'on était où? Dire qu'on est postmoderne, avoir une époque aussi riche, une époque de transition aussi riche que celle que nous venons de vivre, il valait mieux être hippie, franchement, que postmoderne. Au moins, on avait la conscience d'un monde qui commençait. Postmodernisme, c'était comme une espèce d'explosion du monde qui finissait. Avec toutes ces formes qui retombaient comme ça sur nos murs, tous ces styles qui se mélangeaient. C'est marrant d'ailleurs. Et comment vous voulez dénommer l'époque moderne, l'époque actuelle en fait? Le cyberspace, ouais, c'est un peu science-fiction pour moi, mais enfin, ça va. Moi, je dois avouer que ce qui m'arrive le plus près, ce qui m'arrive de plus directement à l'esprit, est un truc tellement banal que ça vaut à peine le dire, mais ce serait la planétarisation. Nous sommes en pleine crise de planétarisation. C'est la première fois. C'est sérieux au moins. Que la conscience collective se planétarise, ça c'est quelque chose. On annonce quelque chose d'autre. Ça a ses problèmes, ça a ses dangers, ses craintes, ok, je reconnais bien. Mais c'est quelque chose. Tandis que postmodernisme, ce n'est rien du tout. On a en fait dépassé ce que McLuhan disait le village global. Complètement. Et on est en train d'entrer en quoi? Un cerveau global, encore une banalité, mais qui est aussi en train de se faire. Un cerveau global. Pourquoi? Parce que les connexions, si vous voulez, le regard sur l'espace donné par la télévision en temps réel, en direct, sur les différentes parties du monde, sont l'espace du village global. Tout le monde a le regard sur ce même lieu, aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont un village global. Tout le temps réel de la télévision est absolument spatialisé. Et il permet à chaque être qui se trouve à des milliers de kilomètres de chaque autre être de le retrouver sur son lieu, sur son terrain, lors des Olympiques ou des grandes messes télévisuelles. Ça, c'est du globalisme de l'espace. Et quand la connexion de l'individu accroché à son ordinateur et son modem entre en un contact instantané, indifféremment avec son voisin à la chambre à côté ou avec Tokyo à 10 000 km, c'est plus un village. C'est un système nerveux. C'est un système de pensée. C'est un système de traitement d'information. Ça n'a rien à voir avec le village. Ça a tout à voir avec la façon dont nous ressentons la réalité, nous la reconstruisons, nous avons un trafic prodigieux d'expériences mentales qui nous met tout ça en ordre. C'est ça qui est en train de se passer. C'est pas un village. Dernière question. Un dessin, c'est en train de se créer une faculté des sciences de la communication qui est en phase de réalisation. Comment doit-elle être structurée pour qu'elle puisse introduire les étudiants dans cette ère du cyberspace? D'abord, il faudrait la connecter tout de suite online. Surtout si tu es dans un centre d'art, c'est là, il y a de l'art. C'est en fait sciences communication et ça va être rajouté avec d'autres facultés qui vont se créer, c'est-à-dire économie, architecture. Alors, pas de problème, c'est très facile à faire. Il faut absolument connecter ce centre avec le maximum de centres du monde qui ont des intérêts interdisciplinaires de ce genre, comme le centre McLuhan par exemple, où on fait que ça. S'assurer qu'on ait beaucoup d'artistes là-dedans qui sont toujours à l'affût de l'interprétation des nouvelles technologies de façon à ce qu'elles puissent être étudiées par les autres. Inviter de temps en temps un homme d'affaires intelligent pour faire un discours sur l'entreprise nouvelle, parce qu'elle est ouverte aux jeunes justement qui doivent tailler leur propre place au soleil, faire leur propre poste, il faut leur donner des moyens et leur montrer quelle est la direction. Avoir de temps en temps même, je dirais, des étudiants attachés à une étude des directives nationales de l'État
sur certaines choses comme l'autoroute électronique, sur la télévision interactive, sur les nouvelles formes de publicité, sur... Il faut avoir une espèce de vision constamment mouvante, dynamique, et qui vit dans le présent. Il faut surtout s'assurer que quoi qu'on fasse, on est dans le présent. La tendance des institutions et des universités à nous parler que des choses déjà faites, homologuées, cataloguées, acceptées, consenties par toute la population de crétins qui s'accordent pour dire que c'est d'accord. La pédagogie classique, depuis l'université jusqu'à l'école secondaire ou à l'école primaire, c'est ça. On est d'accord, donc on va enseigner ça aux petits. Non, mettez les petits directement dans le contact avec le réel, demandez-leur de quoi ça a l'air, à quoi ça ressemble. Enseignez aux vieux, parce que c'est eux qui ont besoin d'apprendre maintenant. C'est évident. On aurait dû savoir depuis longtemps que l'éducation a la tête à l'envers. Ce sont les vieux cons maintenant qui sont plus capables de comprendre ce qui se passe. Enfin, un enfant peut vous programmer un ordinateur. Chez nous, au McLuhan Programme, on a un étage entièrement consacré au multimédia. Quelle est la moyenne d'âge des gens qui travaillent pour ça, qui font le bidouillage? 15 ans. J'invente rien. On avait des professionnels, on les payait très cher. Un jour, un petit gars arrive chez nous, voit un professionnel pester contre sa machine, il dit « Je peux vous aider ?» Le type veut le rembarrer. Le petit dit « Mais non, mais je connais très bien ça. » Le mec dit oh, « On va voir, on va essayer de se foutre de sa gueule. » Le petit, il réduit le problème, il résout le problème en une demi-heure. En plus, il a identifié à l'intérieur de sa résolution des problèmes à venir qu'il a dit « Attention, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui vous arrive. » On a renvoyé le mec. L'adulte, on l'a renvoyé. La semaine suivante, le petit est arrivé avec ses copains de collège, et ils sont 12. C'est ça. Enfin bon, ils ne sont pas tous comme ça, hein, je veux bien. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un tas de choses que les anciens peuvent apprendre aux jeunes, qui sont nécessaires, une continuité qu'il faut avoir, une certaine dimension culturelle qu'il faut avoir, pas simplement pour la gloriole comme des élites classiques où c'est beau donc il faut aimer. Non, ça pas. Mais plutôt dire, il y a une certaine réalité, une certaine consistance, une certaine sensibilité qui est bonne à garder, qui est bonne à prendre et bonne à garder. Ça, on peut compter sur la vieille garde pour le faire. Et qu'on nous parle surtout pas, qu'on ne nous mette pas la vieille garde dans les pattes pour apprendre comment la réalité se fait, parce qu'ils y connaissent rien. Très bien. Bon, c'est fait? Ah bah oui, il est minuit, c'est temps de faire ça. Oui. Quoi? Votre enfant en citrouille à minuit. Oui, moi aussi, alors là. Ah, oui, on va pas. Bah, écoutez, ça valait mieux comme ça, non? Ouais. En plus, l'idée d'écrire tout ça. J'espère que ça marche pour la radio. En plus, voilà, ça peut permettre, peut-être dans le futur, vraiment de collaborer avec la fac de sciences et occupation, avec nous. Et vu que c'est un truc nouveau qui va se créer peut-être dans 2 ans, c'est la visioconférence, des choses comme ça, vont sans doute rentrer en compte. Moi, j'ai plus de contact, j'essaierai sans doute de faire. Mireille, je peux vous allumer une cigarette? On va pas la fumer en entier. J'ai fait la dernière diplôme, d'aucune sorte, parce que nous n'avons pas de financement de l'Université de Toronto même. Je suis obligé de trouver l'argent tous les ans de ma programme. C'est-à-dire que moi je viens de mon initiative, c'est une fac. C'est sûr. Je peux avoir l'adresse. Bah oui. Parce que vraiment, déjà l'année dernière, je pensais de faire une année de break entre les études et faire quelque chose pareil sur la station. Et voilà la carte. Et lien Ça est là. Sourire. C'est pas mal, qu'est-ce qu'on va voir le reste? Voilà. Vous voulez voir un peu ce que vous avez fait? Allez.